Chères auditrices, chers auditeurs, bonjour à toutes et tous. Vous écoutez Station B sur le site de la station www.lastationb.fr ou sur le DAB+. C'est l'heure de votre émission préférée, l'Obsédé textuel. Je m'appelle Alain David et aujourd'hui à la technique, je salue Karine. L'Obsédé textuel, c'est une émission mensuelle qui met en scène un auteur ou une autrice, normand ou normande, et un livre publié cette année ou à paraître. Aujourd'hui, pour notre deuxième numéro, j'ai le plaisir d'accueillir en studio Martine Gasnier pour son roman « Un rital à la mine » paru en août 2024 aux éditions Inédit. Bonjour Martine. Bonsoir Alain. Alors Martine, merci de ta présence. Je vais te présenter aux éditeurs rapidement et puis tu compléteras ton portrait si tu le souhaites après. Je te laisse faire. D'accord. Alors Martine, tu es donc originaire de l'Orne. Oui. Et après ton baccalauréat que tu as passé à Caen, tu as obtenu un doctorat d'État en droit à l'université Paris 2. Par la suite, tu as été secrétaire générale de l'Office départemental de la culture de l'Orne, puis directrice de ce même Office départemental de la culture de l'Orne jusqu'en 2014. Ton premier roman, Martine, est paru en 2018. Il s'agissait de l'affaire Julie Klein, préfacée par Henri Leclerc et récompensée par le prix de littérature 2020 des Lions Club de Normandie. Tout à fait. Et puis suivront toujours aux éditions Inédit, Itinéraire d'un révolté en 2019. Voilà, tu as une bibliographie assez complète. Je cite Un prince mélancolique en 2020, Julien l'Exhibé en 2021, L'inconnu du port, toujours en 2021, et Les réprouvés 2022, et Sur les ruines des barricades en 2023. J'ai dû en oublier quelques-uns peut-être. Non, là on est pour les éditions Inédit, c'est bon, on est au 8. Alors voilà, donc les éditions Inédit, on va en parler dans un petit instant. Donc un rital à la mine pour lequel tu es invité ce soir. Donc un rital à la mine est ton 8e roman. Oui. Et il est donc paru en septembre 2024. J'ai dit en août tout à l'heure, mais c'est en septembre. Voilà, aux éditions Inédit. Moi, j'en ai fini pour ton portrait, mais peut-être qu'il n'est pas complet. Aurais-tu envie d'ajouter quelque chose ? Non, il est suffisant. Ah bon ? Oui. Alors, ça donne une idée. Martine, donc pour Un rital à la mine est paru, donc, je le disais tout à l'heure, aux éditions Inédit. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet et parler de ton roman, nous avons la chance d'avoir ton éditrice avec nous ce soir dans le studio. Yes, c'est Fabienne Germain, présidente des éditions Inédit. Alors Fabienne, bonjour. Bonjour Alain. Fabienne, est-ce que tu peux nous présenter, est-ce que tu peux nous dire 2 mots sur ta maison d'édition, donc Inédit ? Alors les éditions Inédit, je les ai créées en 2002, donc ça fait 22 ans maintenant. Et je publie des romans et des nouvelles essentiellement, quelques témoignages aussi qui me semblent importants. J'ai une centaine de titres au catalogue. Je ne publie donc pas beaucoup de livres chaque année, mais c'est bien suffisant pour occuper mon temps. Oui. Une centaine de titres, c'est quand même pas rien. Sur 22 ans. Ouais. Mais tu as un site internet ? J'ai un site internet, zinedi.com, Z-I-N-E-D-I. Voilà. Donc c'est phonétique uniquement parce que je ne publie que des inédits. C'est-à-dire des textes inédits. Voilà.
Et de toute façon, les auditeurs pourront retrouver tous les liens vers vos sites respectifs, mesdames, donc sur le site de la station. Très bien, merci beaucoup Fabienne. Je crois que ta maison est dans l'Orne. Ma maison est dans l'Orne. Je l'ai créée quand j'étais encore à Paris en 2002. Et puis je me suis installée dans l'Orne à cause de la passion du cheval, qui est une passion familiale. Et donc je me suis installée dans l'Orne en 2019. Mais quand on est éditeur, on peut travailler de n'importe où. Et puis il y a des trains. Voilà, je suis installée près d'Argentan. D'accord. Merci beaucoup, Fabienne. Donc, si j'ai bien compris, c'est une longue histoire d'amour, n'est-ce pas, entre Zinedi et Martine Gasnier. Tout à fait. Nous sommes restés fidèles l'une à l'autre. En tout cas, en ce qui me concerne, c'est pour mon plus grand plaisir. Voilà. Oui. Un plaisir partagé. Voilà. Ben, on le sent bien. On sent bien que vous aimez travailler ensemble. Alors, on va présenter ton livre maintenant, Martine. Donc, un Rital à la mine. Un livre, un roman d'environ 180 pages et un Rital à la mine, rien que le titre déjà nous donne une petite idée de ce qui peut nous attendre, hein. Mais toutefois, est-ce que tu peux nous préciser un petit peu, Martine, le contexte de l'histoire de un Rital à la mine? Oui, donc ce roman se situe à Potigny, sous Montpotigny, donc tout près de Caen, à la fin de la Première Guerre mondiale, à une époque où, on le sait, la France était complètement ruinée et où, pour la reconstruire, on a fait venir de pays étrangers des travailleurs, dont les Italiens ont été dans les premiers contingents. Après, il y a eu d'autres étrangers. Je parle de sous Montpotigny. Les Polonais ont pris la relève, en fait, et dans la pensée collective, on parle de Potigny plus pour les Polonais que pour les Italiens. N'empêche que la première vague a été une vague italienne. Oui, parce qu'il ne faut pas oublier que la Normandie, la basse Normandie, et l'Orne en particulier, est une région minière. Tout à fait, il y a des mines de fer et je suis très étonnée encore que beaucoup d'Ornais ignorent l'existence des mines de fer. C'est assez curieux, parce qu'il y a tout un cheminement du fer en Normandie qui part de la région de l'Aigle, qui aboutit à la Ferrière aux Étangs pour l'Orne, et puis après on va vers le Calvados et on arrive à Soumont-Potigny. C'est ça. Mais il y a tout un cheminement, vraiment, il y a une route du fer. C'est ça, oui, qu'on peut voir d'ailleurs, qu'on peut visiter. Tout à fait. En partie. À fait. Voilà. Donc nous voici à Soumont-Potigny, donc c'est dans la région de Falaise. Oui, c'est entre Falaise et Caen. Voilà. Où donc, en 1918-1919, donc vont arriver des contingents d'Italiens qui quittent leur Italie natale. Pourquoi d'ailleurs ? Alors, ils quittent leur Italie natale poussés par la misère. La grande partie de ces travailleurs ont fui parce que l'Italie était un pays extrêmement pauvre, et on les a aussi encouragés à venir. L'État mettait les sociétés minières notamment avaient des agents recruteurs qui allaient en Italie et qui recrutaient des travailleurs. Pour eux, c'était, si vous voulez, un peu une manne, au moins la promesse d'un Eldorado, parce que c'était l'Italie était par rapport à la France un pays encore, pas arriéré, mais qui avait quand même quelques difficultés Et puis l'Italie en 1919 était aussi un pays ravagé, peut-être, non C'était économiquement, en tout cas. Oui, mais économiquement, c'était un pays qui n'allait pas depuis des années. Donc, ça a été l'occasion pour ces travailleurs de venir chez nous. Et puis aussi, dès 1919, après, ça s'est intensifié, mais dès 1919, on commençait à venir des Italiens opposés au fascisme qui commençait à se dessiner dès cette époque-là. Dès la fin de la guerre. Oui. En 1900. Alors 19, c'est peut-être encore un peu tôt, mais à partir de 1920, il y a eu les
premiers frémissements du fascisme. On en reparlera tout à l'heure, notamment avec l'apparition des Fuorusciti, je sais pas. Des Fuorusciti. Merci. On en parlera tout à l'heure si tu veux bien, oui. Martine. Alors, on rentre encore plus le focus sur le roman et ton personnage principal, celui qui est avec le protagoniste, qu'on va suivre du début à la fin du roman, s'appelle Emilio. Oui. Voilà. Alors cet Emilio, c'est un Italien donc originaire de quelle région ? De la Lombardie. Qui se trouve... Non, du Piémont, lui. Du Piémont. Du Piémont, lui, pardon. Et il a un copain qui, lui, est lombard. Donc ça se trouve dans le nord de l'Italie. Les Piémontais, les Lombards ont été des gros pourvoyeurs pour les mines. Après, il y a eu d'autres régions, comme le sud de l'Italie aussi, qui était encore beaucoup plus pauvre que le nord, qui a aussi pourvu les sites industriels français. Mmh. Donc Emilio vient de son Piémont, donc le Piémont c'est les Alpes en fait. Oui, ce sont les Alpes. Voilà. Oui. Et donc il vient travailler à la mine. Pourquoi est-ce qu'il arrive en Normandie ? Enfin, c'est quand même le bout du monde. Il aurait pu s'arrêter... Je sais pas, dans le Doubs, peut-être. Oui, ce que tu dis, c'est vrai. Il aurait pu aussi être mineur de charbon. Il aurait pu rester... c'est le roman, en fait, qui me l'a fait arriver à Potigny parce que j'avais envie de parler quand même de lieux que je connaissais. C'était pour moi plus confortable. Et puis, c'est lié aussi à des souvenirs de jeunesse sous Montpotigny, les mines de fer, les hauts fourneaux de Mondeville. Donc, pour moi, ça allait de soi de le faire arriver en Normandie. Oui, mais quand il arrive en Normandie, à Soumont-Potigny, il connaît quelqu'un là-bas ou... Il ne connaît personne. Non. Donc il arrive un peu dans un no man's land pour lui, c'est ça. Et comment est-ce qu'il se fait embaucher à la mine alors ? Alors il se fait embaucher à la mine parce qu'il est allé comme ça et on embauchait très facilement, donc il n'a eu aucun souci. Et puis pour... un mot à la mode maintenant, s'intégrer. En fait, il s'est installé dans une cantine. Ces cantines-là existaient. Elles étaient des lieux où vivaient les mineurs célibataires. D'accord. Donc, moi, j'ai imaginé... Alors, la description un peu de la cantine... J'ai retrouvé des cartes postales. Après, ma cantine réservée aux Italiens, tenue par un couple d'Italiens, les Andreotti. Ça, c'est de l'imagination. D'accord, oui. Non, parce que les cantines, donc tu disais, étaient réservées plutôt aux hommes célibataires. Les familles, elles, habitaient dans des cités ouvrières, alors ? Voilà, c'était la cité minière. La cité minière. Voilà. Qui était sous la dépendance, finalement, de la mine, du patron. Alors, les cités minières appartenaient à la mine, tout comme les écoles, tout comme les gymnases qu'il y a eu construits après. En fait, c'était un système paternaliste. Les gens avec les mineurs étaient hébergés dans des maisons, donc dans cette cité minière, mais ils étaient hébergés sans bail. C'était des locataires qu'on appellerait maintenant des locataires précaires. D'où l'intérêt, pour en parler, c'est que s'ils ne donnaient pas satisfaction, on les expulsait sans aucun souci. D'accord. Mais en même temps, s'ils ne donnaient pas satisfaction, la mine avait tellement besoin de personnel, j'imagine aussi, parce que j'ai appris beaucoup de choses, moi, en lisant ton roman. Et j'ai appris, par exemple, que, il y avait les Italiens, les Polonais, etc. Mais les agriculteurs du coin aussi, si on peut dire, travaillaient à la mine aussi, en dehors de leurs travaux au champ. Oui. Alors, c'était une spécificité de ces mines de fer. Donc, les paysans du coin, lorsque les travaux des champs laissaient du temps, par exemple en période hivernale, étaient mineurs. Mais quand le travail au champ les appelait, ils désertaient la mine. Donc, ce n'étaient pas des bons mineurs au sens où on l'entendait. Avec ça, en plus, ils étaient au plan social, ces mines avaient une spécificité, c'est qu'entre ces paysans et les vrais mineurs, ceux qui étaient notamment les étrangers, il y avait une incompréhension très très nette.
Oui, c'est ce que j'allais dire. Oui, ce qui ressort beaucoup dans le roman, hein, c'est la cohabitation. Hein, Cohabitation difficile. difficile. Hein, entre ces nouveaux arrivants, hein, Ouais, ouais. et puis les personnes du village, hein, des villages alentours, quoi. On va en parler peut-être un petit peu plus en détail tout à l'heure. Bon, alors pour Emilio, dans un premier temps, ça se passe plutôt bien, on va dire, pour lui. Il est embauché. Alors, qu'est-ce qu'il va faire, lui, dans la mine ? Il est embauché. C'est un personnage qui est, comment dire, gentil, ça fait un petit peu innocent, mais c'est un personnage qui est sociable, qui est tourné vers les autres aussi. Il partage sa chambre avec Maurizio, qui était d'ailleurs de son village. Là, il le retrouve dans la cantine, en fait. Hein, c'est quelqu'un qui accepte sa condition de mineur, qui n'est pas dupe non plus du sort qui lui est réservé, mais qui a à cœur aussi, en tant qu'étranger, de ne pas se faire remarquer. Tout à fait. C'était le lot commun de beaucoup de mineurs italiens qui essayaient de passer inaperçus, contrairement aux Espagnols, qui, eux, se sont syndiqués beaucoup plus vite et ont contesté leurs conditions de travail beaucoup plus tôt. D'accord. Oui. Donc au début, pour Emilio, il accepte son sort. Il a à manger, plus il est orphelin. Il est pas... Oui, donc pour lui, c'est une bénédiction quelque part, hein, oui. d'être là, même si le travail est très dur, on l'imagine. Et puis il va rencontrer plusieurs personnes, mais surtout donc une certaine Mélanie. Oui. Voilà. Alors, qui est cette Mélanie ? Alors, Mélanie est une lampiste. Ah, voilà. Alors, au début, ce travail de lampiste était réservé à des femmes uniquement. Elle, le matin, contre les mineurs, avaient un jeton. Ils arrivaient le matin, ils remettaient leur jeton à la lampiste qui, en échange, leur donnait une lampe. Toujours la même lampe, et ils descendaient au fond de la mine avec leur lampe. Donc il y avait cet échange et ces occasions donc de faire connaissance. Oui, c'était l'occasion. C'était l'occasion. Et d'ailleurs, moi, il rencontre Mélanie, mais les mineurs entre eux se plaisantaient beaucoup sur, c'est plus très, très, très à la mode avec le féminisme, mais sur l'aspect des lampistes. Hein. Donc quand les lampistes étaient jolies, elles étaient en but à ce qu'on appellerait peut-être maintenant du harcèlement. Ça ne gâchait rien qu'elle soit jolie en plus. Et ben justement, donc oui, mais en même temps, bon, on sent bien dans le livre que une histoire d'amour entre un Italien, un jeune homme, un jeune célibataire, et puis une jeune fille du coin, bon, ça risque d'être mal perçu en fait. C'était mal perçu. C'est maintenant, quand on parle de mariage mixte, on n'imagine pas un mariage entre une Française, un Italien, une Française, un Espagnol. Mais à l'époque, c'était carrément un mariage mixte. D'autant plus que ces Italiens, je pense que ça apparaît assez dans mon roman, suscitaient beaucoup la jalousie des hommes autochtones, si j'ose dire, parce qu'ils avaient une réputation, usurpée ou pas, j'en sais rien, j'ai pas de jugement à porter, ça m'intéresse pas, j'écris, je ne donne pas de leçon de morale, mais ils avaient quand même la réputation d'être un petit peu coureurs de jupons, on va dire. Voilà, c'était des grands séducteurs. C'est ça. Voilà. Oui, c'est une réputation qui leur est restée. Que ça leur est resté, oui. Bon, alors on va laisser un petit peu Mélanie et Emilio vivre leur histoire. Hein. Je laisse aussi, d'ailleurs, il faut laisser un peu au lecteur. Oui. Faut trop en dire. Voilà, quand faut même. pas trop en dire non plus. Hein. Donc, on disait, les conditions de travail étaient difficiles, bien sûr, on le sait tous, dans la mine. Et là apparaît donc un personnage qui va prendre une importance considérable. C'est un certain Georges Gillot. C'est ça, je prononce bien. Oui, Georges Gillot, oui, tout à fait. Qui va donc apparaître dans le roman. Et qu'est-ce que tu peux nous dire de lui ? Alors, Georges Gillot est né dans le Calvados. Il vivait à Potigny. Il était mineur.
Alors, là, tu nous parles d'un personnage qui a réellement existé. Oui, Georges Gillot a réellement existé. Il était mineur à Pottigny, il était syndicaliste. Et c'est lui, très largement, qui a mené la grande grève de 1919, qui a eu lieu à Soumont-Pottigny, mais pas seulement à Soumont-Pottigny. Toutes les mines de Normandie ont été atteintes par cette grève. Ceci dit, pour Soumont-Pottigny, c'était la première fois que la grève avait beaucoup d'importance, parce que compte tenu, si vous voulez, de la structure dont j'ai parlé tout à l'heure, avec les paysans pour partie et les mineurs, c'était compliqué de mettre sur pied des grèves, les paysans étant opposés aux grèves. Donc, en 1919, Georges Gillot a réussi à fédérer et à bicyclette à aller trouver les mineurs chez eux un par un pour les conditionner. Et cette grève a eu des répercussions. Il y a eu des avancées, notamment au plan de l'horaire du travail, de l'horaire journalier. Et aussi, alors c'est surtout pour l'horaire journalier, ça a été très bien. En plus, il y avait une revendication sociale à Soumont-Pottigny. Donc, il y avait la cité minière d'un côté, le village de l'autre. Ils s'ignoraient, le village et la cité minière. Et les commerçants, profitant de l'expansion de la mine, profitaient aussi pour augmenter les prix des produits. Donc, le directeur de la mine, à la suite de cette grève, donc les horaires ont été abaissés. La société coopérative, il a beaucoup approvisionné la société coopérative pour avoir des produits à bon marché qui permettaient aux familles de mineurs de manger à moindre coût. Ça a été... Après, tous ces grévistes donc, auraient dû se voir retenus. Il a réussi à avoir un peu, pas tout, mais à avoir une petite indemnité pour que les familles ne soient pas complètement dépourvues. Oui. Et il a obtenu aussi le fait qu'aucun licenciement ne soit prononcé à la suite de cette grève. Donc ça garantissait aux mineurs le fait de rester chez eux, de pouvoir continuer à travailler. Par contre, là où il a échoué, Gillot, c'est sur l'augmentation des salaires. Il n'a pas réussi à obtenir d'augmentation de salaire. Pas d'augmentation de salaire. Non, voilà. Non. Mais bon, il y avait tellement d'autres avancées finalement. Voilà, oui. On peut considérer que cette grève a été un succès. Oui, quand ça a même, été le succès. Avant de faire notre petite virgule musicale, nous sommes ici à Station B sur l'ancien site industriel de la SMN, la Société métallurgique de Normandie, et je crois que ça. Voilà, il y a un rapport entre la SMN et le contexte des mines de fer aussi. C'est un vrai lien parce que la SMN était la seule cliente des mines de Soumont-Pottigny. Donc l'existence des mines dépendait de la SMN et le problème s'est révélé terrible lorsque la SMN a trouvé à se ravitailler en fer dans d'autres pays où le fer était beaucoup, beaucoup moins cher et Soumont-Pottigny ne s'est jamais remis en fait, de cette désaffection de la SMN, puisque c'était son unique client. Et donc, la mine a fermé en 1988. Ah, la mine a fermé en 1988. Oui. Jusqu'en 1900. Donc, il y a des personnes aujourd'hui encore en vie qui ont bien connu qui ont travaillé dans ces mines. Très bien. Alors, c'est le moment justement, tiens, pourquoi pas de parler des fameux, excuse-moi, j'ai encore pas retenu la prononciation. Les fuorusciti. Fuorusciti. Je vais même te donner l'origine du mot. Allez. Fuori, en italien, ça veut dire dehors, et uscire, ça veut dire sortir. Donc, fuorusciti, ceux qui sont sortis dehors, c'est-à-dire ceux qui ont quitté l'Italie. Voilà. Qui étaient ces fuorusciti, n'étaient pas des émigrés
pour le travail, c'était des immigrés politiques. Politique. Mais alors, qu'est-ce qu'ils viennent faire dans le roman, ces immigrés Alors, politiques? ils sont présents dans le roman avec, j'ai retenu 2 aspects. D'abord, les antifascistes qui militent pour ce en quoi ils croient. Et puis, très vite, après, ces antifascistes qui étaient assez bien acceptés parce qu'ils n'étaient pas trop turbulents, sont arrivés d'autres fascistes italiens beaucoup plus turbulents. Et on les a vite accusés de fomenter des attentats, de semer le désordre en fait en France. J'ai pas trop insisté là-dessus. Il y a un fuoriuscito qui est quand même le symbole de cette anarchie violente, c'est Fabrizio. Oui. C'est Fabrizio qui... alors, je l'ai compromis dans un assassinat. Et c'est un personnage dont j'ai fait... dont le dogmatisme, en fait, finit par être plus que désagréable. Je pense que c'est le seul personnage fuoriuscito qui soit vraiment détestable, quoi. Enfermé dans un dogmatisme. D'accord. Comme tous les dogmes, c'est pas très bon. Bon. Eh ben, en tout cas, c'est fuoriusciti. Bravo. Merci, j'ai fait de mon mieux. C'est vrai, comme tu disais, donc il n'était certainement pas très bien vu non plus dans la population, et ça rajoutait encore, j'imagine, à la méfiance qu'on pouvait avoir vis-à-vis de ces étrangers. Oui, alors c'est vrai que il y a dans le roman une part de racistes, enfin, qui sont des fascistes français, à la petite semaine. Bon. C'est un patron de bar, voilà. Le fameux Tribouillard, voilà. qui est un personnage détestable lui aussi, dans le roman. Mais c'est un personnage que j'ai travaillé avec plein d'images dans la tête. Parce que en fait, c'est le minable. Oui, c'est ça, oui. C'est le minable. Oui, voilà. Pas toujours très fin et pas toujours... Non, surtout pas fin. Voilà, pas fin, bête et méchant, quoi. Oui. Ouais. Voilà. Nous sommes toujours, chers auditeurs, avec Martine Gasnier pour son roman Un rital à la mine, et c'est l'heure de lire un extrait du livre. Un extrait, donc, vous allez voir, on retrouve justement Emilio, le personnage principal. Alors Enrico, lui, c'est un autre Italien, oui, parce qu'il apparaît dans l'extrait qu'on va lire. Qui a appris le français à Emilio. Le travail repris. Et presque joyeux, Emilio pensa que pour lui, la journée allait bientôt prendre fin. Aussi, lorsque le signal de la relève retentit, fut-il l'un des premiers à se précipiter vers la cage. Il allait rendre sa lampe et se demandait si Mélanie serait encore là. Il fut déçu. À sa place, plusieurs femmes d'un certain âge procédaient au troc, vérifiaient l'état du matériel et le mettaient de côté si des réparations s'avéraient nécessaires. Il se rendit compte alors que, tel un naufragé, il s'était accroché à une bouée de sauvetage et que celle-ci portait un prénom féminin dont la douceur enchantait ses oreilles. Je passe un peu. Une fois ses habits de ville enfilés, il sortit sur le carreau où son ami l'attendait. Avant de rentrer à la cantine, Enrico proposa de boire un verre chez Eugène, un gars du coin, paysan transfuge devenu cabaretier à la faveur de l'afflux prometteur de main-d'œuvre étrangère. Il accueillait avec la même faconde les ressortissants des divers pays que son esprit confondait. Il n'avait pas percé le secret des idiomes. À 7 heures de l'après-midi, le café était presque désert. Seuls 3 ouvriers espagnols, assis au fond de la salle, discutaient âprement, sûrs de ne pas être compris. Intrigué, Emilio les regarda avec curiosité
et s'inquiéta d'eux auprès de son compagnon. Celui-ci l'informa qu'à Soumont, comme dans les autres mines de la région, le syndicalisme suscitait l'adhésion d'un nombre de plus en plus important de mineurs. Malgré l'hostilité de la direction, certains n'hésitaient pas à s'engager. Ils connaissaient les risques encourus, mais répondaient quand même aux mots d'ordre de la CGT pour l'amélioration de leur sort. En recrutant des étrangers dans la misère, le patronat avait pensé s'assurer de leur docilité reconnaissante. Pour ceux qui étaient des Espagnols, ils s'étaient trompés. La colère grondait au sein de la communauté ibérique. Ses membres se joindraient à un possible mouvement de grève. Leur conversation fut interrompue par Eugène, portant une carafe de cidre et 2 gobelets en grès qu'il déposa sur la table, l'air satisfait. Enrico versa le breuvage au parfum de pomme inconnu de son camarade. Emilio le huma entre curiosité et méfiance, puis s'enhardit à y tremper les lèvres. Après avoir réprimé une légère grimace, il déclara que son goût apprivoiserait la boisson. On avait oublié le syndicat pour parler à bâton rompu d'un avenir incertain que l'on bâtirait sans doute ici si l'on y fondait une famille. Enrico prévint qu'il leur faudrait choisir parmi leurs compatriotes les pères français se refusant à donner leurs filles à des ritales. Emilio reçut la mise en garde comme un camouflet et il pensa à Mélanie. Alors là, on n'est pas chez Tribouillard, on est plutôt chez Eugène. Mais Tribouillard, c'est quand même un personnage dont il faut dire un mot, parce que malgré tout, il représente une partie de la population, quoi. Oui, Tribouillard. En fait, il tient un bistrot, c'est pas aussi par hasard, parce qu'on sait bien que c'est autour du zinc qu'on entend les propos souvent les pires. Hein. Et c'est la bêtise, en fait, qui l'entraîne, comme toujours, vers ce fascisme. Ce sont des fascistes à la petite semaine. Enfin bon, il met sur la porte de son bistrot interdit aux chiens et aux Italiens. Ça, c'est avéré. Hein. Moi, j'ai rencontré récemment un Italien qui est venu à un salon du livre et il m'a dit qu'il avait gardé des cartes postales de ses préconisations. Oui. Donc, Tribouillard, voilà, il a une bande d'abrutis avec lui, sauf... Abruti par l'alcool aussi. Abruti par l'alcool. Et qui se montent le bourrichon. Voilà, ce sont des imbéciles, tout simplement. Ils ont quand même un chef, qui est un noble, qui profite de la situation. Bien sûr. Alors... ce sont des thèmes qui peuvent avoir un écho aujourd'hui, justement. C'est ce thème, un petit peu ces thématiques de la xénophobie qui s'exprime à l'encontre des Italiens de l'époque. Le livre, le roman, donc, est à découvrir. Je pense qu'on ne va pas non plus tout vous dévoiler aujourd'hui. Je le conseille vivement, en tout cas. Mais comment est-ce que tu as, Martine, comment est-ce que tu as procédé pour écrire ce livre ? Tout ne sort pas de ton imagination, en fait. Non, mais que ce soit pour Un rital à la mine ou pour mes autres romans, il y a toujours, si vous voulez, c'est... des destins individuels dans la grande histoire avec des périodes de prédilection. Beaucoup le 19e, le début du 20e aussi, qui continue le 19e avec l'industrialisation, les conditions de travail et les préoccupations sociales et les premières manifestations syndicales. Donc, tout ça, c'est avéré. Après, mes personnages, il y en a des vrais, comme Gillot, et puis aussi des personnages nés de mon imagination, auxquels je prête un caractère qui me convient. Voilà. D'accord. Martine, nous arrivons au terme quasiment de l'émission, mais
Quelle est ton actualité en ce moment d'autrice ? Alors, mon actualité, l'année va se terminer avec un salon du livre. Oui. Le salon du livre. Donc on peut te rencontrer en vrai. Voilà, on peut me rencontrer en vrai. Très bien. Donc, à Soligny-la-Trappe, ça sera le 7 et le 8 décembre. Dans l'Orne ? Après, pour 2025, il y a des pointillés qui sont en train de se dessiner. Et puis, je peux en parler sous la surveillance de Fabienne. En septembre 2025, paraîtra un nouveau roman qui s'appelle Obus et dentelles. Obus comme les munitions. D'accord. Voilà. Et là, donc, sans dévoiler un secret, c'est un roman qui se déroulera à quelle époque ? La guerre 14-18. La guerre 14-18. Donc, tu as de nouveaux projets littéraires et on te suivra volontiers. Peut-être même tu reviendras. Si je suis invitée, volontiers. Pourquoi pas. En attendant, les auditeurs peuvent retrouver toutes les coordonnées de ta maison d'édition, donc Zinedi, sur le site de la station de l'émission. Et puis aussi, tu as un site toi-même, je crois, Martine. Oui. Donc on peut aussi retrouver le lien sur martinegasnier.zinedi.com. Eh ben voilà, donc tout ça, Martine, sera sur le site de l'émission. Martine, ce fut un plaisir de t'accueillir sur le plateau de l'Obsédé textuel. Eh bien maintenant, je conseille vivement à tous les auditeurs de s'emparer du livre de Martine Gasnier, je répète, un Rital à la mine aux éditions Zinedi. Il est temps pour nous de rendre l'antenne. Chères auditrices, chers auditeurs, je vous donne rendez-vous dans un mois pour le 3e numéro de l'Obsédé textuel. Nous recevrons à cette occasion une autrice normande, Brigitte Vivien, pour son livre « Dame et damnation ». Merci à toutes et à tous et surtout, lisez heureux.